le sujet de ce soir, c'est le jeu dans la Légion romaine. Tout d'abord, permettez-moi de vous fêter, puisque aujourd'hui nous sommes le 15 août, et on fait un petit peu d'étymologie, mais toute simple. Aujourd'hui, c'est le 15 août. Chez nous, c'est l'Assomption. En Italie, on appelle ça Ferragosto. Ferragosto. Et en fait, c'est pas vieux, je m'en suis rendu compte ce matin, j'ai fait mes propres recherches, parce que je sais que toutes les dates chrétiennes sont construites sur le calendrier romain. Ferragosto, ça vient, enfin Ferragosto, oui, en italien, ça vient de Feriae Augusti. Donc, entre deux moissons, le 15 août, l'empereur Auguste avait décidé qu'on faisait des jours de festivité. On faisait des jeux dans l'arène, justement, ça tombe bien, on parle des jeux. Et puis, c'était des jours de fête, donc avec des gros repas, avec des choses comme ça. Et je me suis toujours posé la question, sans jamais savoir pourquoi, on avait conservé cette déformation, cette transformation du mot Feriae Augusti en italien, qui est devenu Ferragosto. Et enfin, comment on appelle ça, voilà, la révélation, on va dire en quelque sorte. Donc, bon 15 août à tous, que ce soit un 15 août chrétien ou que ce soit un 15 août, on va dire, romain. Alors, je vais, pour vous commencer un petit peu à parler des jeux dans la Légion romaine, je pourrais très vite vous dire, le légionnaire romain a-t-il vraiment le temps de jouer? Et je pourrais vous dire, voilà, comme un monsieur, vous dire non. Et puis vous dire au revoir, à demain sur le camp romain. Mais non, il y a quand même des choses intéressantes qu'on retrouve dans la Légion romaine, des jeux qui ont traversé l'enfance et qui se sont maintenus dans les camps romains. À savoir, le premier jeu, on ne va pas parler pour le moment de jeux qui seraient destinés à l'entretien des hommes, on le verra dans un second volet, mais la première partie, ça va être surtout les jeux de dés. Vous le savez, même dans les Écritures, comment on appelle ça, les soldats romains qui étaient de garde au pied de la croix se sont partagés la tunique du Christ en jouant aux dés. Je ne sais pas quelle était la tunique, je ne sais pas comment elle était constituée, certainement en lin, comme à l'époque dans tout l'Empire, mais ils jouaient aux dés, et ça c'est évident. Alors les dés, la majorité des dés, et c'est pour ça que c'était difficile de jouer avec un légionnaire romain, ou tout au moins les légionnaires romains entre eux, parce que énormément de dés étaient pipés. La triche a toujours existé. On fait ça, alors malheureusement on n'en a plus sur le camp parce qu'on les a perdus petit à petit, mais je pense qu'à l'automne on va recommencer à piper des dés pour justement montrer aux enfants sur les prochains camps comment ça se faisait avec une goutte de plomb, et ça permettait de jouer avec le godet ou sans godet à la main comme ça, et forcément le dé retombait toujours sur le 6. On faisait des scores fabuleux, c'était le but. Mais bon, ça soulevait quand même des sacrés problèmes, parce que quand on était dans une taverne ou dans un camp, les légionnaires avaient tendance à se battre entre eux, puisqu'il fallait faire le plus grand chiffre. On avait décidé de faire le plus grand, on ne se souvenait plus en jouant, en lançant ses dés, donc c'était pas si facile que ça. Alors, on inventé cette petite tour que je vais vous faire passer, parce que on aime bien faire circuler les objets, on aime bien vous montrer ce qui a existé. Cette petite tour, qui en latin, forcément, petite tour, c'est une turricula. Elle permettait de neutraliser le jeu. Et la finesse, elle est telle, enfin non, dans l'art de la finesse romaine, comme on aime bien le bling-bling à Rome, vous avez même 3 petits grelots qui font teinter les dés lorsque les dés sortent. Alors cette tour elle a la particularité d'avoir 2 pentes inversées. Justement, si on travaille avec des dés pipés, les dés se mélangent un petit peu comme dans une machine à laver, on pourrait dire en quelque sorte, et la plateforme de sortie est tellement courte, je vais vous donner un dé pour que vous puissiez le lancer, la plateforme de sortie est tellement courte que le dé pipé n'a pas le temps de faire son chemin et de se mettre sur le 6. Hop, regardez, même je vous les laisse les dés. Voilà, donc ces tours-là, on les retrouve, on sait qu'elles ont existé, on en a retrouvé une en fouille qui date du 2e siècle après Jésus-Christ. On l'a retrouvée en Allemagne, on sait qu'elle a été utilisée justement pour éviter la triche, pour éviter que tout le monde finisse à coups de poing dans les tavernes et sous la tente. Et elle était en bronze, évidemment pour des questions techniques. Tapez juste Touricou là avec 2 R et vous trouverez les images de cette tour sur internet. Évidemment pour des questions techniques, on l'a reproduite en bois qui est
Premièrement, plus léger, le bois est plus léger, et deuxièmement, parce que c'était plus facile à fabriquer. Pour trouver du panneau en bronze, c'est peut-être pas très évident. Mais du coup, elle a servi partout à un point que jusqu'au XXe siècle, dans les casinos, il y en avait encore. Peut-être parce que certaines personnes indélicates, des tricheurs amenaient leurs propres dés. On sait, je ne fréquente pas les casinos, mais on voit dans les films que régulièrement on va changer les cartes, les jeux de cartes dans les casinos pour éviter que des tricheurs puissent corner les cartes, faire des petits signes. Donc là, c'est pareil. On a gardé jusqu'au XXe siècle cette petite touricou là. Et j'ai appris par mes jeunes légionnaires qu'aujourd'hui, sur les plateaux de jeux de rôle, il y a encore cet effet. Moi, je ne le savais pas parce que vous connaissez monsieur. Moi, je connais plus les jeux de société moderne. Ouais. Effectivement, dans les jeux de société moderne, on utilise ces 3D. Voilà. Elles Oui, c'est le même système. Ben, voilà. Donc, vous voyez, celle-ci, elle a à peu près 2000 ans. Et on retrouve des choses encore aujourd'hui. Mais il faudra que je découvre ça sur les jeux modernes parce que j'en ai jamais vu. C'est mes petits jeunes, forcément, moi je suis un quinca, c'est les petits jeunes qui m'ont dit qu'il y avait ça. Et comme je ne joue pas au jeu de rôle, c'est un peu compliqué pour moi de découvrir ça. Mais voilà, ça fait quand même plaisir de savoir qu'on l'utilise encore aujourd'hui. Donc vous voyez, quand vous faites tomber les dés, la course est très rapide, le mélange des dés se fait rapidement, donc la plateforme de sortie laisse peu de chance pour faire une 6. Alors évidemment, bien sûr qu'on peut faire des 6 avec, mais pas des 6 trichés, on va dire en quelque sorte. Donc on va jouer à ces jeux-là. Donc je vous dis, les jeux sont simples. On va choisir le plus grand chiffre, on se met d'accord, ou le plus petit. Le problème, c'est qu'après, avec un petit verre de vin, 2 verres de vin, ça commence à se mélanger, ça s'échauffe, et puis t'as triché, t'as fait ci, t'as fait ça. Finalement, ça finit jamais très bien. Donc ça a permis, cette petite tour a permis, on l'a découverte cet hiver, hein, c'est très récent. Et au printemps, on s'est amusé à la faire reproduire. Et franchement, voilà, ça tombait bien. Je ne savais pas encore qu'Arela avait choisi le jeu cette année. C'est tombé à merveille. Voilà pour cette tour et ces jeux de dés. Nous avons aussi un autre jeu qui est un grand classique qui pouvait tenir dans une pochette. Là, vous avez une bourse de légionnaire. Bon, celle-ci est toute neuve. Le cuir n'a pas encore été... Enfin, il n'y a pas de lacet pour pouvoir le fermer. Mais vous aviez au fond de chaque bourse de légionnaire un jeu. Alors ça pouvait être le Latronculus, là ici c'est le jeu du Morpion, hein. Donc il suffit parfois de prendre quelques petits cailloux, il n'y a pas besoin de se compliquer, on prend des blancs, on prend des noirs, on prend des blancs, des gris, comme on veut, et on joue à deux. Donc ce jeu-là, bien sûr nous l'avons mis sur plateau pour les enfants, sur nos camps, pour que ce soit plus facile à manipuler. Mais on le trouvait au fond de la bourse du légionnaire. Alors, rassurez-vous, et je l'explique encore tout à l'heure à 14h30 sur la place de la mairie, la bourse du légionnaire, elle n'a pas besoin d'être énorme. Celle-ci, c'est un petit modèle. Simplement parce que j'expliquais aussi que son argent, lorsqu'il économise, il place du métal dans sa ceinture. Donc ce que j'ai autour de ma taille, là, c'est mon épargne retraite. Mon compte en banque, ma carte de crédit, mon chéquier, c'est tout ce que vous voulez. Donc forcément, il avait quelques menus monnaies dans sa bourse, et forcément, il avait plutôt des petits pions, des dés, des choses comme ça. J'ai pas précisé, mais sur le devant, en traduisant littéralement, vous avez les Pictes sont vaincus, les hostilités sont terminées, tu peux jouer tranquillement, en toute sécurité. Et sur le côté, il y a marqué Terre, je ne sais plus de votre mot, ou Terre Félix, donc demeure chanceux, c'est bien ça, demeure chanceux, reste chanceux. Voilà, pour cette tour. Donc ce petit jeu est très simple, c'est ce qu'on appelait le jeu de Morpion, évidemment, on l'a fait en classe, rappelez-vous, quand on s'embêtait dans certains cours ou à l'étude ou n'importe quoi, il suffit d'avoir une feuille quadrillée, de faire des lignes pour contrer son adversaire. C'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi actuellement dans le jeu Puissance 4. Donc je l'ai reproduit ici, donc sur panneau de bois pour permettre aux enfants de pouvoir s'y retrouver. Et de l'autre côté, on trouve un autre jeu, le Latronculus, Coulou 121. Donc c'est un jeu de stratégie où on joue avec 9 pions. On doit faire la même chose que sur le jeu de Morpion, c'est-à-dire aligner 3 pions, sauf que là, c'est un jeu qui est d'origine grecque et qui permettait, entre guillemets,
de former les officiers. C'est un jeu de stratégie militaire. Même chez les Romains, on le faisait pratiquer par les centurions de façon à ce qu'ils s'aguerrissent. Alors, je ne vois pas trop de quelle façon. Je ne suis pas un grand amateur de ces jeux-là, parce que je m'en lasse vite, on va dire. Je suis plutôt un actif, moi, et pas à rester patient devant un plateau. Mais voilà, vous retirez à chaque fois que vous faites une ligne, vous retirez le pion de votre choix à votre adversaire. Donc, c'est à la fois un jeu qui est, bien sûr, de stratégie, mais qui ressemble un petit peu à sa façon aussi aux dames, en quelque sorte, puisqu'on va enlever. Donc on le retrouve en Grèce déjà, quelques siècles avant que les Romains ne s'en rendent pas. De toute façon, la Grèce a vraiment inspiré largement les Romains. Et ce jeu aussi pouvait être tracé dans une bourse, bien sûr, à dimension beaucoup plus petite, et permettre aux légionnaires de jouer. Alors, le jeu chez les légionnaires, évidemment, je parlais des activités tout à l'heure en intro. Légionnaire, est-ce qu'il joue vraiment? Oui, bien sûr, mais il a très peu de temps libre pour le faire. On peut imaginer, bien sûr, qu'un légionnaire en repos, en plein hiver, sur le mur d'Adrien, ou dans les petits forts qui longent le Limès germanique ou sur le Danube, plein hiver, s'il n'est pas relevé, s'il passe sa vie dans sa petite tour, là, à veiller à la bonne circulation des navires, s'il y en a quelques-uns malgré tout sur le Danube, et observer ce qui se passe, il devait bien s'embêter. Donc il va écrire, hein, on a retrouvé dernièrement encore énormément de lettres sur le mur d'Adrien, et on essaie de les récupérer au maximum, puisque avec le réchauffement climatique, les tourbières commencent un petit peu à sécher et ça devient dangereux de perdre des artefacts. Voilà, on sait donc que les légionnaires jouaient, bien sûr, certainement pas au combat, certainement sur les murs les frontières de l'Empire, donc nord et puis on va dire est et un peu plus bas aussi, mais il n'y a pas vraiment on va dire de continuité tout au long de sa vie du jeu, puisque lorsque le printemps revient, les légionnaires au 1er mars reprennent les armes et ne peuvent plus jouer. Le jeu qui me paraît le plus important, et celui-là je le connais beaucoup mieux, c'est ce qu'on va appeler l'Harpastum. L'Harpastum, c'est un jeu qui est en fait l'ancêtre du rugby, l'ancêtre du football, et d'une manière plutôt générale, ce serait, je dirais, de la soule. On va prendre, et c'est là l'intérêt de ce jeu, donc c'est pour ça que je le mets dans la catégorie jeu, parce que ça fait partie de l'entraînement, mais ça reste quand même un jeu. On va prendre un contubernium. Le contubernium, c'est une chambrée de légionnaire, que ce soit une toile de tente, ou que ce soit dans un fort, enfin dans un camp romain, en dur. 8 légionnaires vivent dans ce contubernium, donc ça vient de con, être à l'abri avec. Taberna, c'est l'abri avant que ce soit un endroit où on va se rincer le gosier, et con avec. Donc le contubernium, une chambre de 8 légionnaires, certains vous diront 10 parce qu'il y a 2 esclaves ou 2 auxiliaires, sauf que quand vous voyez la taille des tentes, on a du mal à penser qu'on puisse dormir à 10 en quinconce. On va prendre on va prendre 2 équipes donc, de contuberniens, et on va les faire s'affronter sur un terrain, entre guillemets, de rugby. Alors on va prendre une vessie de porc, on va prendre quelque chose comme ça, pour former une balle. On va mettre les légionnaires, et ça, on l'a testé, je peux vous dire qu'il vaut mieux que ce soit comme ça, juste en tunique, pas de ceinture, pas de sandales cloutées, parce que sinon on s'écrase les mains, c'est pas bon, et là, tous les coups étaient permis. L'intérêt de ce jeu, alors, les règles en fait sont très simples. On a le ballon, on fonce vers le camp adverse, on essaie de le mettre derrière la ligne. Évidemment, ça rappelle étrangement le rugby. D'ailleurs, on va voir bientôt des matchs intéressants. Donc c'est un peu le même principe. On envoie la balle devant, mais on est obligé de la suivre et de la poser de l'autre côté. Il faut éviter que l'adversaire la saisisse. Et quand je parle justement de tous les coups étaient permis, il n'y avait pas de règle après sur, on va dire, la violence, le débordement, tout ça. L'intérêt d'être en tunique, et c'est presque, on va dire, trop, c'est que si vous portez une ceinture, l'adversaire va vous cravater et vous empêcher d'aller jusqu'au bout. Si vous mettez des caligae, que vous tombez et puis qu'on vous marche sur vos mains, je ne vous dis pas l'impact sur les doigts, ça peut être tranchant, on va dire. Donc le but, c'était même pas de chèche non plus, c'était vraiment d'être
vêtu au minimum et de pouvoir lancer ça, lancer le ballon et le porter dans le cadre adverse. L'arpastum d'origine grecque est vraiment, on va dire, le jeu presque préféré des légionnaires romains après le dé, parce qu'il permettait surtout aux chefs d'avoir des équipes qui aient une cohésion parfaite. Légionnaire romain, pour vous donner une petite idée, pour vous situer, il y en a toujours un qui est affecté pour les 7 autres aux tâches quotidiennes. Donc, les légionnaires aussi font des quarts, hein, bien sûr, la nuit, le jour pour les gardes. Donc, en fait, ils dorment à 7, ils ne dorment pas à 8, puisqu'il y a toujours des tâches à faire. Mais ça va permettre quoi? Ça va permettre à un légionnaire tout jeune d'être intégré dans une équipe de 8. Ça va permettre aussi au combat de voir les compétences, les qualités, les défauts aussi d'un jeune légionnaire ou d'un plus ancien d'ailleurs, et d'avoir cette coordination. Donc ce jeu d'Arpastum permettait donc aux légionnaires d'avoir une cohésion parfaite et d'avoir une équipe qui soit soudée. Donc en plus, en allant se battre dans le contubernium d'à côté ou celui qui est à l'opposé du camp, voilà, il suffit qu'il y ait une tête de turc, on ne peut pas le voir, et c'est ça, et voilà, on va le charger au maximum. Et puis les copains de son contubernium vont l'aider à tenir le coup. Enfin bref, vous imaginez la scène, quoi. Là, c'est complètement une équipe de foot, c'est une équipe de basket, c'est une équipe de ce qu'on veut, mais il faut que ce soit une équipe soudée. Donc voilà, le contubernium, l'arpastum, on prend des équipes, on arrive à jumeler tout ça de façon à ce que on obtienne une cohésion parfaite. Vous savez comme moi quel était l'intérêt des légionnaires, donc c'est-à-dire d'être une unité. On peut utiliser le terme dolum pluribus, donc un pour tous et tous pour un. Donc le légionnaire, il fallait qu'il soit efficace. Est-ce que vous avez des questions avant que je continue? Est-ce que vous avez vu tous les objets? Est-ce que comme en football, il peut y avoir des équipes de légionnaires première division, de... Je pense pas, non. Je pense pas. Non, si vous voulez, la légion est découpée en centuries, en cohortes, puis en légion. En fait, à la base, vous avez 80 légionnaires, donc ça vous fait 10 tentes de 8. Alors, je dis 80 légionnaires, mais on parle d'une centurie. Vous rajoutez un officier, un sous-officier, un porte-enseigne et un musicien, ça vous fait 84 hommes, et les 16 à 20 autres étaient des auxiliaires, que ce soit des Germains, des Gaulois, des esclaves qui suivaient les calones, les esclaves qui suivaient les légionnaires romains. Donc, à l'échelle d'une, comment on appelle ça, simplement d'une centurie, on va prendre le contubernium numéro 1 et le contubernium numéro 10, puis on va prendre le 2 et le 9, ainsi de suite, et puis après on peut mélanger les équipes. Ce qui fait qu'il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait eu de championnat ou de choses comme ça. Je pense que c'était vraiment à l'intérieur du camp, un terrain dédié, ou peut-être à l'extérieur, à proximité, un terrain dédié sur une surface déterminée qui permettait aux garçons de pouvoir s'affronter. Donc je vous dis, avec un strict minimum de vêtements, de façon à éviter, ça nous est arrivé plusieurs fois, alors c'est pour ça que j'en parle en connaissance de cause, de faire des parties d'Arpastum, c'est assez joli à voir, c'est assez joli à vivre aussi. Nous avons dans notre association un garçon qui fait du rugby. On avait chez les Gaulois une Gauloise qui faisait du rugby. D'ailleurs, ils faisaient tous les deux la même profession, ils étaient policiers. Donc, voilà, c'était des... D'ailleurs, notre légionnaire s'appelle Affaire. Chez les Gaulois, c'est le sanglier, quoi. Je peux vous dire que si vous vous mettez dans son axe et vous le voyez arriver sur vous avec le ballon, vous avez plus envie de vous jeter à gauche ou à droite que d'essayer de l'arrêter. Voilà. Donc la confrontation avec cette Celte et notre Romain, ça avait donné du charme au spectacle. Mais c'est vrai que, même si bien sûr pour des raisons de sécurité, aujourd'hui on ne va pas se donner des coups, on en a vu quand même de belles, quoi. Hein. Quand il y avait une mêlée, tout le monde se tombait dessus, et il y en a qui laissaient un peu des chevilles quand même. Donc, au moins des douleurs, pas forcément des entorses, mais ça appuyait bien. D'autres questions? Moi, je vais poser une question spécifique parce que je travaille dans le jeu. Ouais. Je travaillais dans le jeu à l'époque. Au niveau des évolutions des jeux, parce que je sais que le jeu, selon l'endroit géographique où il était joué et selon le public, et si c'était un roi, si c'était un empereur, si c'était une république, il évoluait. Les règles évoluaient pour correspondre finalement à la société qu'elle encadrait. Est-ce que vous avez un exemple dans l'un des jeux que vous nous parlez d'une évolution qui a eu lieu, que vous connaîtriez? Non, de toute façon, à la base de ces jeux-là, avant d'arriver chez les Grecs, arrivent de Mésopotamie, ou d'Orient par extension, quoi. Et évidemment, je pense qu'ils ont été mis au goût du jour.
transformer, parce que au-delà du latroncule, il y a un autre jeu dont j'ai oublié le nom, qui est encore un peu plus complexe. Donc ce sont des évolutions de ces jeux qui à la base, on va dire, commencent par des morpions tout simples, et puis après on transforme les plateaux, entre guillemets les plateaux, puisque nous on a fait sur plateau, et on fait évoluer le jeu, oui, certainement en fonction de la, comment on appelle ça, de la société dans laquelle on vit. Voilà. Mais bien sûr qu'en cherchant, en lisant, on se rend compte que ça date d'il y a très longtemps, du côté de la Mésopotamie, et que même ça vient peut-être de plus loin, c'est des cultures indiennes, tout ça, qui arrivent jusqu'à nous. Voilà. Oui, oui, il y a de l'évolution dans les jeux. Oui, oui, forcément. Ce jeu, il a jamais été populaire, c'était juste Alors non, 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 non. Ah non, non. Non, 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 non. Ce sont des jeux que vous avez déjà dans l'enfance. Et que vous continuez à... Alors, je ne sais pas si vous connaissez, alors j'ai oublié l'expression latine, mais lorsque le garçon arrivait à l'âge adulte, c'est-à-dire vers 14 ans, 13-14 ans, il délaissait les noix. Je ne sais plus comment on dit, nous, qu'est-ce, je ne sais plus quel est le terme pour délaisser. Donc, comme il écrasait sa moula, il écrasait ses noix, d'un air de dire, je quitte l'enfance, je rentre dans l'âge adulte. Bon, on imagine bien que les légionnaires n'allaient pas jeter des noix dans un pot. Je pense que ça devait être peut-être même, comment dire, pas humiliant, mais ça devait choquer qu'un adulte, que quelqu'un qui se considère comme adulte, surtout dans une société où c'est très carré, très cadré, qu'on rejoue aux noix quand on a passé l'âge, d'accord? Donc les légionnaires vont abandonner certains jeux, mais pour fait, justement parce qu'ils sont légionnaires et qu'ils doivent à minima s'occuper quand ils ont un peu de repos, le jeu de dés, le latroncule, le morpion, on va dire en quelque sorte, restent des jeux qui sont chez les adultes. Je pensais surtout aux jeux à l'ancêtre, au rugby. Ah oui, pardon, pardon. C'est un événement, donc comment ça se fait qu'à l'époque, je verrais un succès. Je sais pas, je peux pas vous dire. Peut-être parce que, justement, c'était fait dans un cadre militaire et qu'on ne l'a... Il n'y avait peut-être pas des opérations marketing ou des gars qui imaginaient, tiens, on va pouvoir monter... Voilà. Enfin, peut-être que ça n'avait pas le même impact. Parce que, justement, la base est militaire, on ne va pas monter un grand show entre la Légion 22, Valéria Victrix, et la Légion 6 Ferrata, une rencontre, alors que peut-être que les légions, justement, sont à l'opposé. Il faudrait des jours et des jours, des mois pour les ramener. On n'est pas dans une dynamique encore de publicité et puis d'information comme on peut le vivre aujourd'hui à l'échelle grand V, quoi. Oui. En fait, l'instant, ça n'est pas un très populaire. Parce qu'en France, ça fait et en fait, c'était des jeux entre deux tables, c'est-à-dire qu'on devait amener une balle, dégageant une hôtel. Ça fonctionnait exactement comme on permet de ça. Voilà, exactement. Donc, c'est à la révolution industrielle que la souris est devenue football. Parce que ça a été encadré, parce que c'était du patronage industriel, mais parfois même cléricaux. C'est pour ça que, par exemple, les arbitres, souvent, avant, vous savez, une tenue noire. Parce que les premiers arbitres, c'était les prêtres. Et donc, petit à petit, ce qui était un sport sauvage a été encadré d'abord par les classes bourgeoises, on va dire, qui voulaient encadrer le truc, et après, ça a été repris par les... Il y a des sociologues qui ont étudié ça. Au début des années, au milieu des années 70, lorsque j'étais scout, j'entendais mes grands frères parler de la soume quand ils allaient, enfin, ils étaient plus âgés, c'était des rangers, des pionniers, des je sais pas quoi, ils jouaient à la soume. Voilà, parce que c'est on va dire une tradition, quoi. Donc c'est inspiré de tout ça, et comme dit monsieur, c'est vrai, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment, on va dire, militaire. On pourrait comparer ça, on va dire, entre guillemets, pas à des manœuvres, mais à des loisirs sportifs, mais qui ne dépassaient pas le cadre de la Légion romaine. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer qu'on se dit, tiens, on sort des termes, on sort du gymnasium, allez, on va se faire une partie d'Arpastum, quoi. En 1000, c'est pas, voilà. Et puis je pense que ça, à l'époque, ça n'a pas de noblesse, quoi. Le légionnaire romain, son salaire, c'est 3 ans, c'est le salaire d'un, comment on appelle ça, c'est 3 ans, enfin, pardon, le gladiateur a un salaire
de 3 ans de Légion romaine en un seul combat. Vous imaginez un petit peu, c'est pas très glorieux, quoi. Le légionnaire romain, quand même un gros statut, c'est un militaire. On sait très bien que le gladiateur, lui, c'est un petit peu comme l'intermittent du spectacle. Hein, souvenez-vous, c'est pas très vieux. Dans les années 80, on a tous entendu papa, je voudrais faire de la musique, je voudrais faire du théâtre, je voudrais faire ci. Puis les parents, c'était passe ton bac d'abord. Aujourd'hui, c'est un peu mieux. Mais ce côté artistique, en quelque sorte, il n'a jamais été valorisé. Depuis 2000 ans, les crieurs de rue, les gens qui font de la musique, les gens qui font du théâtre ou de la gladiature, déjà on perd son statut de citoyen romain quand on signe chez le laniste. Donc vous imaginez, donc c'est ça aussi, c'est comme je rapporte toujours tout ce qui est à droite dans le monde romain et tout ce qui est gauche, ça porte, c'est de mauvais augure, ça porte malheur. Ça a traversé des millénaires, puisque jusque dans les années 70, on attachait encore les enfants gauchers, le bras dans le dos, parce que la norme c'était la droite. Donc il y a beaucoup de choses qui ont traversé les siècles, pour ne pas dire les millénaires, et qui sont restées ancrées dans l'inconscient collectif. L'inconscient conscient d'ailleurs, on ne va pas faire de la psycho, c'est pas le moment. Mais voilà, l'inconscient collectif nous a donné des normes qu'on a depuis 2000 ans. Quoi. Et donc certaines choses ne sont pas à faire ailleurs que dans un clan romain ou dans telle situation. D'autres questions? J'aime bien hein, le côté interactif, c'est sympa. J'adore ça. Salutine, t'as rien à dire, toi. Ah, tu écris, tu prends des notes. Monsieur. Il y a peut-être des histoires de Paris, parce que souvent, on sait que dans les, la culture du Paris, elle est un peu... Alors, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais le Romain aime bien, enfin le militaire romain, le légionnaire romain, adore parier, adore dépenser son argent. À un point, qu'on va un petit peu stopper tout ça à partir du IIe siècle, on va leur demander de cotiser un peu plus au fonctionnement de l'impôt, hein, puisque déjà, sur le salaire d'un légionnaire romain, on va lui retirer la moitié. C'est-à-dire la moitié va venir comment dire, enrichir les caisses de l'État pour l'entretien du matériel et tout ça, parce que le matériel dont on est équipé, c'est de la LOA, c'est de la location avec option d'achat. Donc forcément, les garçons, ils ne sont pas très riches. Mais on va encore leur prendre 25% parce qu'on estime qu'ils dépensent trop. Donc à la fin, il ne leur reste pas grand-chose. Donc oui, parce qu'ils pariaient, parce que comme on peut les voir dans certains films, on envoie du billet, je pense, j'ai toujours en tête ces images du film Le jour le plus long, où les Américains sont en stand-by dans les bateaux, et puis ils sortent des liasses de billets, ils parient, enfin bref, ils font des trucs pas possibles. Et voilà, à l'époque aussi. C'est pour ça que la bourse n'était pas très grande, parce qu'ils investissent quand ils économisent, mais je crois qu'ils étaient sacrément dépensiers. En même temps, 25 ans de Légion romaine, bon, on n'a peut-être pas trop... On ne pense pas trop à l'avenir. On sait qu'à tout moment, on peut être tué. Bon, on préfère, je pense, carpe diem, cueille le jour. Je pense qu'ils avaient cette philosophie-là. Je ne pense pas qu'on ait eu des légionnaires très riches qui se soient installés dans une villa, dans une domus, qui aient repris une exploitation agricole ou une taverne, par exemple. On vous envoie très loin de chez vous. Donc vous êtes citoyen romain de Rome. Je parle par exemple d'un vrai romain, on va vous envoyer sur le mur d'Adrien ou au fin fond de la Dacie. Vous prenez votre retraite, on vous remet votre diplôme. Et là, on vous laisse dans le coin, à vous de défricher votre terrain. Donc vous n'avez qu'une envie, c'est de voir le peu de famille qui vous reste. Donc forcément, on ne va pas y rester. Donc je pense que la notion d'argent chez les légionnaires romains est assez futile, on va dire. On va vivre le moment présent et tant pis si on dépense. Même si on économise malgré tout un petit peu, on dépense au maximum pour ne pas... voilà, parce qu'on sait qu'on est militaire et là, il n'y a pas de retraite, d'invalidité, de choses comme ça. Voilà, on prélève, c'est un peu un circuit fermé entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, les légionnaires qui partent à la retraite, ils auront leur somme d'argent, mais s'il n'y en a pas assez qui sont morts au combat, ben, ça va coûter plus cher l'année suivante. Donc il va falloir prélever un petit peu plus pour rééquiper tout le monde, pour payer les retraites et faire ci et faire ça. Bon, c'est un petit peu ce qu'on... Enfin, bon, je dis rien de plus.
Sinon, je vais m'égarer. Mais voilà, donc c'est un petit peu un circuit comme ça qui est compliqué, quoi. Et justement, à un moment donné, parce qu'ils dépensent trop, on va les taxer un petit peu plus. Voilà. Donc oui, l'addiction au jeu chez les légionnaires romains, en sachant que voilà, les jeux sont très limités, il n'y a pas énormément de choses, parce que de toute façon, légionnaire romain, c'est un guerrier avant tout. Je ne parle pas bien sûr des jeux, parce qu'évidemment les jeux du cirque, les jeux de l'amphithéâtre, ils y participent. Eux, bien sûr, eux aussi, lorsqu'ils sont pas loin des villes, mais comme les légions sont stationnés en général aux frontières de l'Empire, il n'y a pas forcément tout ce qu'il faut sur place, ou alors c'est eux qui bâtissent. C'est les légionnaires eux-mêmes qui vont bâtir leur centre de loisirs, entre guillemets, pour pouvoir avoir de l'activité supplémentaire. Il y avait pas de jeu de cartes à l'époque. Non, pas encore, non. Non, non. Il n'y avait pas de jeu de cartes. Je ne sais pas à quel moment les jeux de cartes sont arrivés, j'ai aucune idée. Ça vient de Chine? Ça vient de Chine, c'est un dérivé de la dalle qu'on joue sur les. Ça s'appelle le mahjong. En fait, c'est l'allègement, pas les mahjong, qui deviennent transportables. D'accord. Et du coup, ils vont finir par tomber sur des cartons pour que ce soit plus facile à déplacer. Ça vient de Chine et ça arrive à la fin de l'Empire chinois, sous Marco Polo. D'accord. Pas la fin de l'Empire chinois, mais Marco Polo va même prendre l'exemplaire de ces cartes-là, que j'ai vues, n'ont rien à voir avec la qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. L'évolution de la carte d'aujourd'hui, ça vient avec la notion de royauté, qui va enfermer des places hiérarchiques très marquées, avec le roi au-dessus, puis la reine, puis les cavaliers, puis les valets, et ensuite les 10, 9, 8, 7, 6, ça représente les tiers états en fait. D'accord. Voilà. Le blé, alors en réalité au début c'était les gourdins, les coupes, les trucs qu'on retrouve à la copa. Oui, dans la coupe, hein. Dans la square, plutôt. Jeux de cartes napolitaines, espagnols, tout ça. Oui. Ouais, exactement. Merci. Merci à vous.